Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité politique ce matin. Vous êtes député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour. Bonjour. Beaucoup de sujets à aborder avec vous, Manuel Bompard, mais d'abord un mot sur ce qui s'est passé en Italie, dimanche soir, en Italie où Giorgia Meloni a donc remporté les élections. L'extrême droite est au pouvoir. La gauche s'est effondrée. Alors c'est dans un contexte de crise économique, mais les Italiens se sont tournés vers l'extrême droite et non pas vers la gauche. Est-ce que ça vous interroge? Est-ce que la gauche, qu'est-ce qu'elle a raté pour en arriver là? Non, ça m'interroge pas, ça me conforte plutôt davantage dans la démarche qu'on a engagée en France. Moi, vous savez, je fais partie d'une génération qui s'est engagée en politique dans le sillage de la sortie de Jean-Luc Mélenchon du Parti Socialiste, c'était en 2008. Et je me rappelle qu'à l'époque, Jean-Luc Mélenchon disait « Je sors du Parti Socialiste pour éviter que en France se reproduise un scénario à l'italienne ». Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que petit à petit, la gauche de rupture, celle qui veut apporter des réponses radicales et transformer radicalement le système dans lequel on vit, s'est évadée et s'est retrouvé avec une gauche démocrate, c'est comme ça que ça s'appelle en Italie, centriste à la Emmanuel Macron. Et je pense que heureusement qu'il y a eu cette démarche en France parce que ça permet aujourd'hui, face à Emmanuel Macron, d'avoir une autre alternative que celle qui consiste mais sauf à que ça fait 2 élections présidentielles que c'est Marine Le Pen qui est face à Emmanuel Macron, c'est pas la gauche. Ça ne vous interroge pas? Ça ne m'a pas échappé, mais je préfère les 22% réalisés par Jean-Luc Mélenchon en 2022 que le résultat de la gauche en Italie. Donc, bien évidemment, on n'a pas réussi pour l'instant. Mais je rappelle qu'après 3 candidatures à l'élection présidentielle, la première fois c'était 11%, la deuxième fois c'était 19%, la troisième c'était 22%. Voilà, c'est une démarche qui est en progression, même si effectivement, pour l'instant, elle ne nous a pas permis de nous emparer du pouvoir. Le Rassemblement national progresse aussi en France. Après l'Italie, en Europe, il y a eu la Suède. Avant l'Italie, pardon, il y a aussi des pays comme la Hongrie ou la Pologne qui sont très à droite. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une progression généralisée sur ce continent? Est-ce que ça vous, c'est pas de nature à vous inquiéter? D'abord, c'est pas qu'une impression, vous avez raison, c'est un fait, c'est une réalité électorale que l'extrême droite progresse partout en Europe. Bien évidemment que ça m'inquiète, mais moi, mon objectif ou mon rôle, c'est pas seulement de me lamenter ou de m'inquiéter, c'est d'essayer d'agir pour faire en sorte que ça soit pas le cas en France. Et je pense mais la gauche aujourd'hui, elle n'a pas perdu le contact avec les classes populaires, avec les territoires ruraux. Il y en a chez vous qui le disent. François Ruffin, il dit ça par exemple. Je crois pas que c'est ce que veut dire François Ruffin. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire alors? Je sais pas si c'est à lui qu'il faudra poser la question. Non, mais pour vous, non. Il y a pas de... La gauche, elle est encore connectée aujourd'hui. C'est encore elle la réponse aux classes populaires, à ces territoires ruraux attendez, qui se sentent les délaissés. classes populaires et les territoires ruraux, d'abord, c'est pas synonyme. Non. Et il y a des catégories populaires sur l'ensemble du pays. Et quand vous prenez le résultat de l'élection présidentielle de 2022, par exemple, et que vous analysez les résultats en fonction de la pauvreté, excusez-moi du terme, des communes, vous voyez que Jean-Luc Mélenchon est celui qui arrive en tête dans les communes les plus pauvres du pays. Donc je crois pas que la gauche ait perdu le contact avec les catégories populaires. Après, la question est de savoir si la gauche peut encore progresser dans les catégories populaires, c'est une évidence. Et donc, ça doit être un de notre travail. Mais je considère que pour avancer, il faut commencer par pas jeter le bébé avec l'eau du bain du bilan de ce qu'on a fait depuis 3 campagnes présidentielles avec Jean-Luc Mélenchon. Même quand la gauche est unie, je pense aux dernières élections, elle pèse quoi entre 20 et 25% des suffrages exprimés. Comment est-ce que vous pouvez progresser là-dessus? D'abord, je rappelle qu'aux élections législatives, parce que j'ai l'impression que ce fait a été oublié, c'est bien la gauche, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui remporte le premier tour. Et ça, il faut pas l'oublier. Maintenant, effectivement, il faut continuer à convaincre que, par exemple, actuellement, le problème, c'est davantage l'inégal partage de la richesse quand vous avez 5 personnes qui possèdent autant de richesses que 27 millions de Françaises et de Français, que c'est là que, par exemple, se trouve la solution à un certain nombre de problèmes auxquels on est confronté. Que la question de la transition, de l'urgence climatique, de la transition écologique, c'est une question qu'il faut prendre à bras le corps. Que la question de la réforme institutionnelle pour passer à la 6e République, parce que la 5e, elle montre année après année son problème d'un point de vue démocratique, ça doit être une priorité. Voilà, c'est un débat ensuite et c'est notre rôle de convaincre. Mais par rapport au débat que vous évoquiez tout à l'heure, moi, il me semble qu'il faut d'abord s'appuyer sur ce qu'on a réussi et ensuite essayer de continuer à progresser. Donc pourquoi pas dans des territoires où on n'a pas réussi à le faire. C'est pas tabou de parler de ça, mais sans avoir le sentiment qu'on va chercher à substituer un électorat à un autre.
Puisqu'on parle de la NUP est dans une zone de turbulence ces derniers jours. Dernier fait en date, Julien Bayou, qui était le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui a annoncé quitter son poste hier, ainsi que son poste de président du groupe de l'Assemblée. Il est accusé par une ex-compagne de violence psychologique. Alors lui dit ne pas savoir précisément quels sont les faits qui lui sont reprochés, ne pas pouvoir se défendre car on ne l'entend pas. Est-ce qu'il a bien fait pour vous de quitter son poste, ses postes? Écoutez, franchement, c'est sa décision. Moi, je connais pas précisément les faits qui lui sont reprochés. J'ai entendu que lui, ce qu'il reprochait, c'était le fait de ne pas avoir la possibilité, si j'ai bien compris, de se défendre. Et ça, je peux comprendre que ça pose un problème. C'est-à-dire que, effectivement, dans les dispositifs qui ont été mis en place en interne dans les organisations politiques pour faire face à cette situation, je pense que ces dispositifs sont nécessaires. Par contre, ils doivent respecter un certain nombre de principes. Et ce n'est pas le cas pour vous aujourd'hui? Je ne sais pas de ce que... C'est ce que dit Julien Bayou, que lui ne peut pas être entendu. Mais il me semble que, notamment, le principe du contradictoire, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, me paraît être un principe élémentaire. Je ne sais pas si c'est le cas, si c'est pas le cas, je ne suis pas un membre de la cellule interne. Mais dans ces conditions, c'est normal qu'il ait dû quitter son poste. Je sais pas. Après, c'est sa décision. Il a choisi de quitter son poste. Si j'ai bien compris, il a quitté son poste pour pouvoir dénoncer cette situation. C'est son choix de le faire de cette manière. Moi, après, il m'appartient pas de commenter. Mais pour vous, il n'y a pas un problème avec ces cellules au sein des partis? C'est toujours pas à la justice de régler ce genre de cas? Écoutez, si la justice permettait de régler toujours tous ces cas, ce serait effectivement le plus simple. Mais aujourd'hui, si ces dispositifs ont été mis en place au sein des organisations politiques, c'est que vous avez un certain nombre de femmes qui ne souhaitent pas aller témoigner devant la justice parce qu'elles ont l'impression que leur témoignage ne va pas être pris en compte, qu'elles vont être mal reçues au commissariat parce que ça s'appuie sur des faits. Un certain nombre de témoignages, gens qui vont, on leur dira c'est pas très grave, laissez tomber, ne portez pas plainte, la plainte sera classée sans suite, vous voyez. Donc c'est normal aussi d'essayer de pallier à ces défauts en mettant en place des dispositifs internes dans les organisations politiques. Maintenant, il faut être humble. Est-ce que ces dispositifs sont parfaits? Clairement, ils ne le sont pas. Est-ce qu'il faut pouvoir les améliorer? Oui. Mais par contre, franchement, recevoir des leçons de la part d'organisations politiques qui n'ont jamais réfléchi sur ce sujet à mettre en place ce type de dispositif, comme ça a été le cas la semaine dernière, je trouve ça particulièrement choquant. On sait que la justice est très lente pour trancher, mais est-ce que vous n'avez quand même pas le sentiment que ce type de dispositif a quelque chose d'hyper expéditif? C'est-à-dire qu'il suffit de dire qu'il y a un problème pour que le principe de précaution s'applique, et du coup, pof, vous pouvez avoir un homme ou une femme politique demain qui voit son parcours suspendu immédiatement, quoi. Moi, je suis pas favorable à l'idée de dire que parce qu'il y a un signalement dans ces cellules, doit forcément y avoir un... Mais vous voyez bien que de facto, c'est ce qui se passe. Je ne crois pas. Je pense qu'on doit être enfin, peut-être que parfois ça se passe dans certains dispositifs, mais moi je suis favorable au fait qu'on assume l'idée et le débat sur les questions, sur ces questions-là, de dire que tous faits qui sont reprochés ne se valent pas, et donc que tous faits qui sont reprochés ne conduisent pas toujours à la même sanction qui doit être le bannissement généralisé. Sinon, il n'y a plus de justice. Un des principes de la justice, c'est la proportionnalité. En fonction des faits qui sont reprochés, il y a des réponses ou des sanctions qui doivent être proportionnelles elles aussi. Donc voilà, je pense que ça doit faire partie des travaux qui sont engagés par ces cellules. Et donc s'il y a des dispositifs pour avoir des cellules communes entre plusieurs organisations politiques, par exemple, pourquoi pas? Vous y réfléchissez à la NUP, à une cellule commune? Moi, en tout cas, je pense que si ça permet de commencer à avancer sur des principes communs entre toutes les organisations politiques pour que ce sujet ne soit plus l'objet d'instrumentalisation politicienne, alors oui, je pense que ça pourrait... Parce que c'est le cas aujourd'hui, il y a des instrumentalisations politiciennes. Écoutez, dans ce qui s'est passé la semaine dernière à l'égard de la France Insoumise, il y a sans doute parfois des indignations qui sont sincères, je ne le conteste pas, mais j'ai bien vu que quand vous avez des représentants de la République En Marche qui viennent essayer de faire un procès à la France Insoumise sur la question des violences sexistes et sexuelles, alors qu'ils ont eu des parlementaires dans leur rang qui pendant 5 ans ont siégé avec ce type de reproches sans que personne n'y trouve rien à redire, oui, je trouve qu'il y a eu des instrumentalisations politiciennes. Et chez vous, en interne, au sein de la NUP, il y en a eu aussi, notamment chez Europe Écologie Les Verts? Je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas à quoi vous voulez faire référence. En ce qui me concerne, je préfère d'abord me concentrer sur ce qui se passe au sein de la France Insoumise. Et au sein de la France Insoumise, je ne crois pas qu'il y ait eu d'instrumentalisation politique. On va regarder un sondage Odoxa fait pour les chaînes parlementaires et la presse régionale. À cette question, faut-il que les responsables politiques se montrent de plus en plus transparents sur leur vie privée? 69% des Français disent oui et 81% des sympathisants de la gauche radicale disent oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il doit y avoir plus de transparence? Non, j'assume, même si peut-être que mon avis n'est pas partagé. J'assume qu'un responsable politique, c'est pas parce que c'est un responsable politique que sa vie privée devient une vie publique.
Bien évidemment, il doit avoir un certain nombre de principes d'exemplarité, ça je ne le conteste pas, il doit respecter la loi, mais je pense que c'est pas rendre service à la démocratie de considérer que la vie privée d'un personnage politique, elle doit forcément être étalée sur la place publique. Je pense que quand on vote pour quelqu'un, on vote parce qu'on partage ses idées, on vote parce qu'on défend le même projet de société et pas pour des raisons liées à sa vie privée. Une question sur Adrien Quatennens qui est en retrait de ses fonctions à la France Insoumise et également de son poste de député. Il est en retrait mais il est toujours député. Ça veut dire qu'aujourd'hui il touche son indemnité parlementaire sans pour autant travailler. Est-ce que vous comprenez que ça puisse interroger, voire choquer des Français dans ces temps d'inflation qu'un député touche son indemnité parlementaire sans exercer ses fonctions? Écoutez, je pense que les députés de la France Insoumise n'ont pas de leçons à recevoir de qui que ce soit sur le sujet. Vous regarderez les fiches de présence, le travail réel réalisé par les députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Là, Adrien Quatennens, il ne va plus travailler, oui, c'est ce qui a été acté. Et si vous voulez être choqué par ça, je vous propose d'être choqué par un certain nombre de députés qui n'ont pas de questions personnelles à régler et qui pourtant sont absents du travail parlementaire. Ça peut me choquer, vous voyez. En ce qui concerne Adrien Quatennens, on peut comprendre quand même qu'une personne, quand elle est confrontée à une situation personnelle un petit peu difficile, en l'occurrence ici c'est un divorce sur lequel il a besoin de se concentrer un peu, on peut comprendre que ça est un député certes, mais ça reste un être humain, et donc on peut comprendre aussi qu'un être humain de temps en temps il a besoin de se concentrer sur la situation personnelle un peu difficile, pour reprendre vos termes d'Adrien Quatennens, quel impact elle va avoir sur la France Insoumise? On sait que le parti est à un tournant de son histoire, il est question de réorganiser le mouvement, notamment de penser à la succession de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que Adrien Quatennens est toujours dans la course? Qu'est-ce que ça modifie ou pas dans vos réflexions sur le sujet? D'abord, vous avez raison, il y a la volonté pour la France Insoumise de franchir une nouvelle étape qui vient du fait qu'on a très largement progressé. On avait un groupe de 17 députés, on a un groupe de 75 députés, on a progressé en termes d'implantation territoriale, et donc ça pose la question pour la France Insoumise de se doter d'une nouvelle étape, j'ai envie de dire, de son organisation. Pour le reste, et c'est pour ça qu'on le fait, pas pour assurer la succession de Jean-Luc Mélenchon. Je sais qu'on nous interroge en permanence sur ce sujet, mais je voudrais poser la question, la succession à quoi? Parce que si c'est la succession en tant que président de groupe à l'Assemblée nationale, ça ne vous aura pas échappé que cette question est réglée. Il y a quelqu'un... À la tête de la France Insoumise. Alors certes, il n'était pas seul. Non, la question que vous me posez, c'est... Mais il incarnait la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Mais je crois qu'il continue à l'incarner. La question que vous me posez, c'est la succession de Jean-Luc Mélenchon pour la prochaine élection présidentielle de 2027. C'est l'évolution du mouvement, ça c'est des choses que vous avez mis sur la table vous-même. Bien sûr. Vous en avez parlé à Valence dans vos journées d'été, etc. Ça a été mis en place, ça a été mis sur la table dans un certain nombre de meetings. Jean-Luc Mélenchon lui-même a dit qu'il n'avait pas l'intention de se représenter une fois de plus à la présidentielle. Bon, il n'en a fait pas de c'est bien la question que vous me posez. La succession pour la prochaine élection. C'est la question que vous posez, en fait. L'avenir du mouvement. Il n'y a pas de problème. Et ma question précise, c'est le fait que Adrien Quatennens soit en difficulté, quel impact ça a sur cette réorganisation? D'accord. Alors, il n'y a pas de problème pour la poser, mais je pense qu'elle n'est pas d'actualité aujourd'hui. La question de savoir qui va remplacer Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle de 2027. Je pense que la question est posée, c'est qu'est-ce que fait la France Insoumise aujourd'hui? À quoi elle sert? Et donc je préfère me concentrer sur ça pour l'instant. Pour le reste, bien évidemment, Adrien Quatennens est une des personnalités de la France Insoumise. Et clairement, pour l'instant, il est en retrait. Donc oui, ça change quelque chose dans l'immédiat. Pour le reste, maintenant, la France Insoumise, elle est engagée dans les batailles dont on va parler. Oui, on va en parler. Mais juste un dernier mot, parce que la cote de popularité de Jean-Luc Mélenchon chute. Ça aussi, on le voit dans notre dernier sondage. Est-ce que quand même, Jean-Luc Mélenchon, il est en train de se déconnecter de ce qu'est la société? Je vais vous dire sur ce sujet, ça fait 15 ans que je fais de la politique avec Jean-Luc Mélenchon. À intervalles réguliers, on cherche à instrumentaliser une crise, on me dit que sa cote de popularité baisse, qu'il est fini. Et puis, la dernière fois, on nous a fait ça au moment des perquisitions, vous en rappelez. Jean-Luc Mélenchon, il a fait 22% des voix, le plus gros score qu'il a jamais réalisé à l'élection présidentielle. Bon, donc vous n'êtes pas encore prêt à tourner la page Jean-Luc Mélenchon? Mais moi, j'ai jamais dit qu'il fallait tourner la page Jean-Luc Mélenchon. Mais en même temps qu'il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a une nouvelle génération qui émerge au sein de la France Insoumise, et c'est très bien. Et d'ailleurs, on peut en rendre grâce aussi à Jean-Luc Mélenchon pour avoir contribué à la faire émerger. Alors, on va parler du budget. On passe au budget. Vous avez regardé hier la présentation du budget 2023. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment il est ce budget du gouvernement? D'abord, contrairement aux apparences, c'est un budget d'austérité, de compression de la dépense publique. C'est pas ce que dit la majorité. Oui, je sais, la majorité va nous dire que ça progresse. Mais, un budget de protection, dit la majorité. Mais vous savez, la progression d'un budget, il doit s'évaluer à la progression des dépenses
qui sont rendus nécessaires par l'évolution de la situation. Quand vous avez un budget dans un contexte d'une inflation qui va être de 4, 5, 6 ou 7% et que les dépenses publiques augmentent de 1 ou 2%, en réalité, c'est un budget de contraction de la dépense. Et il faut le dire pour les gens qui le comprennent. Et le bouclier énergétique, par exemple, deuxièmement, j'allais y venir. Deuxièmement, la rhétorique parfois est intéressante, mais un bouclier, vous savez, c'est censé vous protéger. Un bouclier qui laisse passer, pardonnez-moi de la métaphore, 15% des flèches est plus tout à fait un bouclier. Donc un bouclier qui dit qu'il va y avoir 15% d'augmentation des dépenses énergétiques à partir du 1er janvier, ça s'appelle pas un bouclier. Et donc vous avez des gens qui vont subir une augmentation de 15% des dépenses énergétiques au 1er janvier. En ce qui me concerne, je défends une hypothèse de blocage des prix de l'énergie pour faire en sorte que les gens puissent s'en sortir tout simplement parce qu'ils ne vont pas pouvoir s'en sortir. Les gens ne vont pas pouvoir encaisser une augmentation des dépenses énergétiques de 15%. Donc c'est un budget qui ne les protège pas du tout. Et pour le reste, puisque quand je dis ça, on me dit ça coûte trop cher, je dis le gouvernement fait le choix de s'asseoir sur un certain nombre de ressources qu'il serait possible de mettre en place. Et la ressource la plus simple à mettre en place aujourd'hui, c'est la taxation sur les super-profits. Vous savez qu'on a déposé avec nos partenaires de la NUP une proposition de loi qui est examinée en ce moment devant le Conseil constitutionnel. Le chiffrage de cette proposition de loi, c'est 20 milliards d'euros pour l'année 2022 qu'on peut faire rentrer dans les caisses de l'État. Et le gouvernement refuse ça par pure idéologie. Et ben moi je le dis, si on veut pouvoir financer un véritable budget de protection, il faut des nouvelles ressources. Et cette nouvelle ressource, il faut notamment la prendre sur les super-profits. Vous avez sans doute lu Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, hier dans Le Parisien, qui dit qu'elle plaide pour une redistribution des profits engendrés par les entreprises qui ont connu des bénéfices conjoncturels. C'est important en termes d'acceptabilité sociale, dit-elle. Et en plus, elle dit qu'il faut aller vite. Ça vous a satisfait cette déclaration ? Je propose à Yael, puisque vous savez que notre proposition de loi, aujourd'hui, elle est signée par 240 parlementaires. Je propose à Yael Braun-Pivet de la signer à son tour. Il n'y a pas de dogmatisme ou de sectarisme de notre côté. Toutes celles et ceux qui seraient d'accord pour défendre cette idée de taxation des super-profits à l'échelle nationale. Elle dit pas une taxe, mais une redistribution. On va essayer de la convaincre, parce que sinon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous savez, une taxe qui fait rentrer des nouvelles ressources dans le budget et ensuite une politique de redistribution, ça s'appelle de la redistribution, comme l'appelle de ses voeux Yael Braun-Pivet. Un dernier mot sur ce budget, et c'est important. Est-ce que vous êtes prêt, en cas de 49.3, à voter une motion de censure avec le Rassemblement national ? Mais moi, j'ai déjà dit mon point de vue sur le sujet. J'ai dit qu'en cas de 49.3, d'abord, nous déposerions notre propre motion de censure et qu'en ce qui me concerne, mais on n'en a pas discuté collectivement, ni au sein de la NUP d'ailleurs, ni au sein du groupe de la France Insoumise, donc on le fera. Mais moi, mon avis personnel sur ce sujet, c'est que dans ce cas-là, il faut voter l'ensemble des motions de censure qui seraient y compris avec déposées. le RN, parce que Boris Vallaud, le président du groupe socialiste, hier était sur notre antenne, il a dit moi je vote pas avec l'extrême droite. On en discutera, mais moi il s'agit pas de voter quoi que ce soit de commun avec l'extrême droite. Mais une motion de censure, c'est voter. Non, mais une motion de censure, c'est voter contre le gouvernement, parce que je dis que si le gouvernement s'entête à vouloir réformer les retraites par l'intermédiaire d'un amendement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, je considère qu'il faudra utiliser tous les moyens à notre disposition pour l'empêcher de le faire. Tous les moyens, c'est quoi ? C'est ça, c'est une motion de censure, c'est voter l'ensemble des motions de censure qui se présentent à nous. Moi je le dis aussi, j'ai pas peur de le dire, je suis favorable dans ce cas-là, si le gouvernement s'entête à vouloir passer en force et en catimini sur ce sujet, à ce que nous déposions de très nombreux amendements, parce que si le gouvernement ne veut pas de débat, je vois pas pourquoi on le laisserait comme ça dérouler, parce que donc ce de serait faire une forme d'obstruction parlementaire, c'est ça aussi je pense que ce serait une forfaiture démocratique de laisser le gouvernement réformer, reporter l'âge de départ à la retraite par l'intermédiaire d'un amendement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est une méthode cavalière. Madame Braun-Pivet est contre, l'a dit franchement, a dit ça veut dire que vous n'avez pas d'étude d'impact sur le sujet. Monsieur Bayrou a dit qu'il voterait contre à ce moment-là. Donc si Emmanuel Macron s'entête sur ce sujet, faut qu'il s'attende à une réponse parlementaire extrêmement forte et à une réponse populaire extrêmement forte. Et j'en profite pour dire, nous on a mis sur la table l'organisation d'une marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique le 16 octobre à Paris. Je dis, si le gouvernement s'entête sur le sujet, ça sera aussi une très grande marche contre le report de l'âge de départ à la retraite. Et j'appelle les citoyennes et les citoyens à se préparer d'ores et déjà. Il faut que si Emmanuel Macron s'entête sur ce sujet, il ait une réponse ferme et forte de la population. Un petit mot juste sur cette marche, parce que vous en parlez, cette marche du 16 octobre. Les syndicats ne veulent pas y participer. Yannick Jadot il a dit dimanche au grand jury, dans ces cas-là, moi j'y participerai pas non plus. Je vais pas à une marche qui se fait contre les syndicats. Alors d'abord, c'est pas du tout une marche contre les syndicats. Premièrement, deuxièmement, les syndicats n'ont pas dit qu'ils ne voulaient pas y participer. Ils ont dit qu'à ce stade, ils n'appelaient pas à y
y Pour le participer. moment, il n'y participe pas. Pour le moment, et qu'il y a une nouvelle réunion qui est prévue le lundi 4 octobre qui va permettre de discuter avec les organisations syndicales sur leur éventuelle participation à cette marche. Nous souhaitons qu'ils participent. En tout cas, nous les invitons à participer à nos côtés. Et même s'ils décident de ne pas participer, ça ne devient pas une marche contre les organisations syndicales. Il y a différentes formes d'action qui sont prévues dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. De mon point de vue, elles sont complémentaires. Pour le reste, Yannick Jadot exprime la position qu'il a envie, mais Europe Écologie Les Verts, le Vous parti... l'invitez à venir aussi? Mais bien sûr, tout le monde est le bienvenu dans cette marche. Et même Madame Braun-Pivet, elle est la bienvenue si elle veut manifester contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. On a bien compris que sur la réforme des retraites, ça ne peut pas être par amendement. Vous êtes vent debout et on vous entend. Ce serait quoi la bonne méthode aujourd'hui pour réformer les retraites? Parce qu'il va quand même bien falloir faire quelque chose sur le sujet. Parce que le rapport du corps montre qu'il y a un déficit. On voit que le ministère des Comptes publics compte sur 8 milliards d'euros bruts à récupérer d'ici 5 ans, à la fin du quinquennat. On a aussi besoin de cet argent, non? Alors, on a entendu tout et son contraire sur le sujet. D'abord, le rapport du corps, il tord le cou à l'hypothèse d'une fuite incontrôlée des dépenses de retraite. Je cite, c'est exactement le terme qui est indiqué dans le rapport du corps. Donc il n'y a pas de problème financier sur les retraites, il n'y a pas de problème de déséquilibre. Ensuite, Il va quand même y avoir un déséquilibre à partir de 2023. Oui, et puis après un retour à l'équilibre à partir de 2040, 2030 ou 2040. Donc on fait rien? Non, attendez, moi je ne suis pas pour rien faire sur la question des retraites, je vais vous répondre. Mais d'abord, dire c'est pas vrai qu'il y a une nécessité urgente de faire une réforme sur les retraites. Deuxièmement, j'ai entendu Emmanuel Macron nous dire il faut réformer les retraites parce que c'est avec ça qu'on va financer les dépenses de l'école ou de l'hôpital public. Mais vous vous rendez compte à quel point ça ne correspond à rien. Vous savez que les retraites sont financées par des cotisations, alors que le budget de l'hôpital public ou de l'école sont financés par le projet de loi de finances, sont financés par l'impôt. Je veux dire, c'est un mensonge de dire ça. Il n'y a aucun rapport entre les retraites et le budget de l'hôpital ou le budget de l'école publique. Pour le reste, moi je mais c'est une forme d'impôt déguisé de récupérer les cotisations des retraites mais pour il ne financer autre chose. récupérera pas les cotisations, il raconte n'importe quoi. Il fait comme si le fait de travailler plus longtemps nous permettrait ensuite de financer davantage d'investissements dans l'école et dans l'hôpital. Et puis dans le même temps, il refuse de mettre en place la taxation sur les super profits dont on a parlé. Tout ça n'a aucun sens. Pour le reste, bien évidemment qu'il faut une réforme des retraites. Il faut une réforme des retraites pour ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Et il faut une réforme des retraites parce que le rapport du corps, il dit une chose de manière... Non, c'est pas le rapport du corps, mais un rapport de l'INSEE que j'ai lu dit une chose de manière très précise. Le problème auquel on est confronté, c'est la paupérisation des retraités. Si on continue comme ça, le niveau de vie des retraités va baisser de 10 à 15% par rapport au niveau de vie de la population. Donc il faut des pensions de retraite qui soient plus fortes. On a mis 2 propositions sur la table. Pas de retraite en dessous du SMIC pour une carrière complète. Pas de retraite en dessous du seuil de pauvreté. Donc monter ce qu'on appelle le minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. Vous voyez qu'on peut faire des choses, mais c'est antagonique avec ce que veut faire le gouvernement. Juste un dernier mot sur les traites, puisqu'hier, Elisabeth Borne vous a appelé au dialogue, au compromis. Vous êtes prêt à aller dialoguer quand même? Parce que vous avez des positions très arrêtées. Mais non, mais il n'y a pas de dialogue et il n'y a pas de compromis possible sur la question des retraites. C'est clair, nous on propose de ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Monsieur Macron veut l'amener à 64 ans. Je rappelle quand même, 64 ans, c'est l'âge de l'espérance de vie en bonne santé moyen dans ce pays. Il y a 25% des hommes les plus pauvres qui meurent avant 62 ans dans ce pays. Et vous allez demander aux gens d'aller travailler jusqu'à 63, 64, 65, 66. C'est impossible. Donc il faut se battre sur ce sujet. Merci beaucoup Manuel Bompard. Merci d'avoir été notre invité. Et la réforme des retraites, c'est la une de Ouest France. Justement aujourd'hui, la réforme des retraites, toujours dans le flou. Et rendez-vous le 16 octobre à la marche. Et le message est passé. Merci Manuel Bompard. Bonne journée, on passe au Club des Territoires.